Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième webinaire du cycle 2022. Nous allons aujourd'hui parler des modalités du Faire Alliance en territoire qui est animé par la plateforme L'innovation territoriale en action. Alors, quelques mots sur cette plateforme pour vous dire que c'est un lieu repère pour tous ceux, acteurs de terrain, publics, privés, qui souhaitent comprendre et ou expérimenter des démarches de co-construction territoriale. Et qu'est-ce que vous pouvez retrouver dans cette plateforme? Plusieurs choses. D'abord, des parcours méthodologiques pour agir ensemble en territoire. Donc, il y a 7 parcours qui sont à votre disposition. Qu'est-ce que l'innovation territoriale? Comment construire un projet de territoire? Donc, tous ces parcours-là vous permettent d'accéder à des ressources qui sont capitalisées et des webinaires également, puisque la plateforme anime des webinaires depuis plus de 3 ans. Ensuite, autre éclairage, c'est les besoins des territoires. Cette thématique qui illustre la co-construction territoriale avec à la fois des documents de référence, des méthodes, des outils et bien sûr des webinaires. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur des dynamiques territoriales et particulièrement celles de vos régions, on a les études de l'Observatoire des partenariats qui sont à votre disposition pour chacune des régions. Bien sûr, le lien avec le réseau des catalyseurs territoriaux et enfin des ressources complémentaires avec à la fois l'accès à la plateforme de capitalisation partagée sur l'ODD 17, l'ODD 17 en pratique, et puis une diversité de ressources plus institutionnelles qui sont accessibles sur cette plateforme. Donc, comme je le disais, c'est une plateforme qui est une plateforme ressources et qui est animée régulièrement par un cycle de webinaires. Alors, cette année, le thème de l'année, c'est « Ensemble, faisons cap vers 2030 » avec un fil conducteur, c'est de comment on accompagne ces dynamiques collectives. Donc, cette année, on va avoir 6 webinaires. On a eu le premier en février dernier sur les principes et les conditions pour faire alliance. Aujourd'hui, on va parler des modalités d'action. Et puis, le mois prochain, le 2 juin, on parlera des moyens. Et donc, tous ces 3 premiers webinaires, ils sont vraiment dédiés à la charte du Faire Alliance qui a été lancée par la Fondation des territoires en novembre dernier. Et donc, l'objectif, ça va être de pouvoir éclairer cette charte et de l'illustrer par des exemples très concrets. Et les 3 autres webinaires de l'année, en septembre, novembre et décembre, vont être dédiés aux spécificités des catalyseurs territoriaux, à la fois sur le dialogue territorial, les expérimentations collectives et les tiers-lieux. Et puis, information évidemment importante, c'est que comme chaque année, on réunit nos catalyseurs. Le 5 juillet prochain, on sera tous à la Fédération nationale des caisses d'épargne. Alors, pour le programme du jour, qu'est-ce qu'on vous propose? Bien sûr, de revenir sur la charte du Faire Alliance et notamment en faisant un focus sur les modalités qui sont présentées dans cette charte. Et puis, grâce à la Fondation des territoires, on aura quelques actus en avant-première. Ensuite, on aura 2 témoignages qui vont justement illustrer comment on peut mettre en application cette charte. On aura avec nous Ronald Pia et Pro Bono Lam. Et puis, un retour d'expérience sur toute la diversité des modalités d'action qui peuvent être mises en place avec cette fois-ci la Bretagne, puisqu'on aura la CRES Bretagne avec nous, et PEPS Bretagne. Et puis, on terminera, bien sûr, avec les dates qui sont à retenir. Alors, sans plus attendre, Charles Benoît, cofondateur de la Fondation des territoires, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la charte? Bonjour à tous. Alors, la charte du Faire Alliance qui a été l'année dernière co-construite avec les territoires et notamment avec l'aide de 2 groupes de travail. Le groupe de travail Fondation et Territoires co-animé avec la Fondation de Lille et le groupe de travail Entreprises et Territoires co-animé avec l'ORS et bien évidemment en mettant en application cette co-construction avec le réseau des pionniers des alliances en territoire, nous sommes arrivés à cette charte de 4 pages, donc 15 ans de travail pour arriver à 4 pages sur les 7 principes d'action, les 7 modalités d'action, les 7 moyens d'action finalement qui peuvent être mis en débat entre partenaires sur un territoire pour se dire mais comment allons-nous faire alliance finalement qu'est-ce que nous retenons comme principe, comme modalité et comme moyen pour ensemble travailler ensemble. Nous avons eu l'occasion lors du premier webinaire d'exposer les 7 principes d'action. Posons-nous la question des modalités maintenant de cette action. Et là encore, 7 modalités ont été retenues pour finalement montrer la diversité en termes d'actions qui peuvent être engagées, de ce que peuvent faire des acteurs lorsqu'ils souhaitent co-construire le bien commun ensemble.
Alors, la question du dialogue, ça peut paraître une évidence, mais ouvrir un dialogue et être en capacité finalement de favoriser l'interconnaissance est déjà une première étape à cette capacité à faire alliance. Bien évidemment, pouvoir partager son savoir, son savoir-faire, qui permet de faciliter le passage à l'action parce que la diversité des modes de faire, finalement, ont été partagés en amont. Bien évidemment, c'est la question de l'expérimentation. Comment expérimenter, fort de la richesse des profils des différents acteurs, une capacité à faire différemment, à faire ce qu'aucun des acteurs n'aurait pu faire seul. Quatrième action possible, c'est bien évidemment de mutualiser pour pouvoir justement jouer aussi sur la frugalité. C'est de pouvoir innover, bien évidemment, lorsque les expérimentations et la capacité à mutualiser les dynamiques eh bien, vont permettre de faire émerger une solution qui n'existait pas préalablement. On peut penser, comme exemple, pour les pionniers des alliances en territoire, on peut penser à quand élèves et entreprises se rencontrent sur Charenton-Saint-Maurice, qui a donné lieu ensuite au programme VitaWin. On peut penser pour l'éducation, on peut penser nos amis de Poitou-Charentes avec le programme Silver Geek. On voit bien qu'effectivement, cette capacité à construire ensemble et à réfléchir sur les enjeux communs permettent de faire émerger des solutions qui n'existaient pas ensemble. Bien évidemment, les deux actions qu'il reste à pouvoir mettre en valeur, c'est celle de comment on évalue les résultats, comment on évalue les impacts, comment on voit aussi quelles ont été la contribution de chacun, comment ça a pu faire évoluer chacun. Et puis, last but not least, comme disent nos amis anglais, finalement, comment on capitalise tout cela, comment on est en capacité de le partager. Alors, bien évidemment, ces modalités d'action, finalement, sont à mettre en débat pour savoir, entre les partenaires, comment agir ensemble. Et bien évidemment, selon les profils, les objectifs, les moyens, la maturité et les envies des partenaires, eh bien, ce n'est pas toutes les actions qui seront forcément mises en œuvre, mais finalement, de pouvoir se doter de ce large panorama permet de se dire où avons-nous envie de commencer, jusqu'où dans un premier temps, et puis après, bien évidemment, de façon évolutive, de pouvoir faire évoluer cette capacité de faire alliance au plus près des besoins et des fragilités territoriales. Alors, quand on regarde de façon un peu plus précise les résultats de la première étude d'impact de l'EDD17 à l'échelle d'un pays, vous avez peut-être déjà pris connaissance, et si vous n'avez pas encore fait, nous vous y invitons à regarder le cahier de recherche que nous avons publié avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, ODD17, les impacts du fer alliance en France. Et ce qui est très intéressant de souligner lorsque l'on consulte à citoyens, associations, entreprises, élus locaux, c'est finalement qu'il y a une unanimité pour dire que le premier levier pour pouvoir finalement lever les freins et pousser à la mobilisation et inciter à agir ensemble, c'est le projet collectif. Ça n'est pas d'abord une vision commune ou d'abord des règles, des normes, même si, bien évidemment, selon les acteurs, elles ont plus ou moins d'importance, mais c'est d'abord, finalement, pour 96% des associations, pour 85% des élus locaux et pour 84% des entreprises, c'est d'abord à travers cette capacité à agir ensemble, à avoir vraiment une action concrète ensemble, que la démarche finalement de se faire alliance peut être engagée. Juste une phrase qui provient de l'étude réalisée auprès des citoyens qui considèrent aujourd'hui que seule l'action est engagement. Donc attention de ne pas commencer par les discours ou par les lois et les normes. C'est bien à travers la preuve dans les faits que la véracité de l'engagement se traduit. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous informer de 3 actualités qui ne sont pas un hasard, puisque, en tous les cas, pour 2 d'entre elles, avait été attendu ce webinaire à destination des acteurs de territoire pour pouvoir les partager.
j'entends le premier cahier de recherche du cycle sur justement les impacts du Faire Alliance en France, le carnet de recherche sur Alliance et engagement qui est publié aujourd'hui pour, après les éléments de synthèse qui ont déjà été publiés il y a 15 jours, focaliser sur justement de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de l'engagement des personnes, des organisations, du système politique, et finalement comment il se traduit très concrètement dans les études d'impact. Le deuxième actualité, celle que vont découvrir certains d'entre vous qui participeront à l'atelier de lancement de la base Impact Alliance qui a été co-construite entre l'Observatoire des partenariats et SINDUP pour rendre visibles et lisibles les 650 exemples de pratiques partenariales innovantes qui ont été référencés tout au long de ces 5 ans de l'étude d'impact de l'Observatoire pour justement illustrer, incarner la diversité des pratiques d'engagement. Cette base rappelle que tout acteur, tout domaine, tout territoire est déjà aujourd'hui à l'œuvre, et donc que l'on soit une TPE locale, une association nationale, un élu régional, un acteur académique international, et bien finalement, et que ce domaine soit le numérique, l'insertion, l'environnement ou le handicap, et bien finalement, on a des exemples dans tous les domaines du Faire Alliance, et aujourd'hui, c'est bien l'ensemble de ces exemples qu'il convient de valoriser. Et puis, dernière nouvelle, et non les moindres, pour ceux qui suivent depuis 5 ans la préfiguration de la Fondation des territoires. Cette dernière a annoncé officiellement hier qu'après 5 ans de préfiguration, elle deviendrait fondation de plein exercice le 14 juin prochain, et cette fondation sera créée sous l'égide de la Fondation de Lille. Et nous avons été très satisfaits d'avoir d'ores et déjà, puisque au-delà des 21 cofondateurs qui ont été désignés et pressentis par le conseil de création pour leur contribution déjà effective depuis 5 ans à cette préfiguration de la Fondation, nous avons déjà, tant côté associatif qu'entreprise, des acteurs qui nous ont déclaré leur intérêt pour contribuer à cette démarche collective de Fondation des territoires. Et donc, bien évidemment, vous êtes tous invités d'ici le 14 juin à nous faire savoir votre intérêt pour cette Fondation des territoires. Et pour ceux qui souhaitent attendre d'en savoir plus, eh bien, sachez qu'à la 8e rencontre des pionniers des alliances en territoire, le 5 juillet prochain, la Fondation des territoires prendra la parole pour la première fois pour évoquer, au travers de son président Jean-Paul Delevoye, le programme qui est prévu dans cette fondation. L'objectif étant bien évidemment de croiser des regards pour accompagner les pratiques à partir de la réalité de la diversité des territoires. Et je crois que les exemples que nous allons avoir dans un instant incarnent bien, illustrent bien cet agir ensemble en territoire dès aujourd'hui, que ce soit à travers les travaux de recherche comme le carnet de recherche, que ce soit à travers les exemples inspirants comme peut l'être la base Impact Alliance, ou que ce soit un lieu d'échange à l'écoute des dynamiques territoriales, comme le propose la Fondation des territoires. Voilà ce que nous souhaitions partager avec vous aujourd'hui. Et plus que jamais, bien évidemment, nous sommes à l'écoute et aux côtés des catalyseurs territoriaux pour faciliter cette action au plus près des besoins et des fragilités. Merci, Charles Benoît. Alors, effectivement, pour apprendre à faire alliance, il y a le valoriser, mais il y a aussi parfois de pouvoir outiller et mettre en dialogue, avoir des outils de dialogue. Et donc, c'est vraiment l'objectif de la charte du Faire Alliance que Charles Benoît a rappelé. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette charte du Faire Alliance, elle a eu une première déclinaison opérationnelle, puisque le fonds ODD 17, qui est un fonds qui soutient, qui investit dans l'ingénierie de la coopération et de l'alliance, donc ce fonds s'est appuyé sur cette charte du Faire Alliance pour proposer aux projets qu'il soutient une charte d'engagement réciproque, et c'est une charte d'engagement opérationnel. Alors, comme en février dernier, on a souhaité donner la parole à 2 projets qui ont justement eu cette charte d'engagement en main. Et ces témoignages, ils vont pouvoir à la fois permettre de témoigner
sur ces modalités d'action, celles qui sont présentées dans la charte et comment ces modalités résonnent dans les projets qui sont soutenus, donc de Ronalpia et de Pro Bono Lab en l'occurrence, et comment ces deux projets finalement ont appréhendé cette charte d'engagement. Donc, 2 témoignages pour éclairer justement les modalités d'action et la charte qui est proposée par le Fonds ODD 17. Alors, je me retourne vers vous, Josépha Poré. Vous êtes directrice de Ronalpia. Et donc, la question, c'est dans le cadre du programme d'essaimage que vous portez en milieu rural et en Auvergne-Rhône-Alpes, quelles sont les modalités d'action que vous menez, comment ça résonne avec la charte et quel est le retour que vous pouvez nous faire de cette charte? Merci Elodie. Si ça vous convient, je vais rapidement présenter l'association Ronalpia et le projet dans lequel on porte ces actions-là avant de revenir plus spécifiquement sur la charte. Rapidement, Ronalpia, c'est une association loi 1901 et notre mission aujourd'hui, elle est à la fois de détecter, d'accompagner et d'accueillir des entreprises sociales dans leur territoire et les accompagner à différents stades de développement, que ce soit sur leurs enjeux de création, de consolidation ou encore de changement d'échelle. Le rôle de Ronalpia, il est vraiment de réunir les conditions pour que ces entreprises sociales elles puissent maximiser leur impact en nous positionnant nous-mêmes comme tiers de confiance, donc que ce soit auprès des différents acteurs de territoire, que ce soit les collectivités, les grands groupes ou encore les acteurs institutionnels ou associatifs. Ronalpia s'est créé en 2013 et aujourd'hui, on a accompagné plus de 340 entreprises sociales auprès de 8 territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, tant métropolitains que ruraux. Et ça a été un axe stratégique assez fort de Ronalpia sur ces dernières années, de se développer dans les territoires ruraux, peut-être pour faire le lien avec le projet qu'on porte aujourd'hui et sur lequel le Rameau nous accompagne aussi dans le cadre de cette expérimentation. On porte déjà depuis 5 ans maintenant un programme d'accompagnement pour justement accompagner des entreprises sociales qui ont déjà fait preuve de leur impact à essaimer et à s'implanter sur de nouveaux territoires. Celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en l'occurrence, vu que c'est notre territoire d'action et d'impact aujourd'hui. C'est un programme qu'on a expérimenté notamment sur la métropole de Lyon sur ces 5 dernières années, donc pour accompagner ces innovations à s'adapter, à ancrer leur impact et leur maillage territorial à l'échelle de la métropole de Lyon. Et en fait, sur ces 3 dernières années, quand on s'est développé dans les territoires ruraux, on s'est rendu compte que cette proximité géographique, il est vraiment facilitateur, on va dire, de développement de solutions à impact sur ces territoires, que ce soit des solutions endogènes au territoire ou exogènes, notamment celles qui pourraient essaimer demain sur ces territoires ruraux. Donc voilà, ça, c'était un peu nos grands constats, sachant que de nombreuses entreprises sociales étaient venues interpeller Ronalpia pour qu'on puisse les accompagner justement à essaimer leur modèle sur leurs territoires ruraux. Donc partant un peu de ces constats-là, on a souhaité, on va dire, identifier une méthodologie pour pouvoir accompagner ces entreprises sociales à adapter leur modèle dans les territoires ruraux. Et au-delà d'accompagner ces entreprises sociales, c'est aussi accompagner les territoires pour pouvoir recevoir ces innovations et qu'elles puissent se mailler dans l'écosystème qui est déjà existant, vivant, avec différentes parties prenantes qui sont effectivement pas forcément les mêmes en fonction d'un territoire à l'autre. Donc, dans le cadre de cette expérimentation et du projet qu'on porte aujourd'hui déjà depuis 1 an, on a travaillé justement avec cette charte de l'Alliance pour essayer d'identifier comment elle pouvait être un levier aussi d'opération, on va dire, pour Ronalpia. Peut-être dans un premier temps, la manière dont on l'a appréhendé, c'était de se dire que c'était vraiment un outil qui permettait d'ouvrir des perspectives plutôt que d'en enfermer. C'était vraiment de se dire comment on peut capitaliser sur toute cette démarche qui a été mise en place et qui a été co-construite déjà avec un grand nombre d'acteurs pour que ce soit un levier de dialogue et d'action avec nos partenaires, notamment dans la mise en place de ce projet. Et puis, ce que je disais aussi à Élodie, c'est que nous, ça nous a permis aussi de conscientiser des moyens d'action pour l'association et en fait d'utiliser ces différents leviers comme une sorte de segmentation
de notre projet, donc vraiment comme une feuille de route pour Ronalpia, avec ces différentes étapes que citait tout à l'heure Charles Benoît, dialoguer, partager, expérimenter, qui sont en fait un peu le fil rouge de cette expérimentation sur ces 2 années sur lesquelles on a prévu de tester ces méthodologies à la fois territoriales et d'ingénierie pour ces entreprises sociales. Donc peut-être pour le corréler directement avec cette feuille de route, les premières questions qu'on s'est posées, notamment sur le développement de cette ingénierie pour les territoires, pour accompagner ces entreprises sociales à s'implanter dans des territoires ruraux, on a commencé par l'étape en fait du dialogue. Donc ça, c'était plutôt l'étape où on a conscientisé en fait qu'on était déjà passé par cette étape du dialogue pour aller interroger à la fois les collectivités territoriales sur comment se joue l'équilibre sur leur territoire aujourd'hui, quelles sont leurs appréhensions de voir atterrir d'autres entreprises sociales sur leur territoire, quels sont les grands besoins aussi de leur territoire. Donc voilà, cette phase de dialogue avec les acteurs publics, par exemple, et avec les entreprises sociales sur quels sont les enjeux qu'elles rencontrent, quels sont les moyens qu'elles ont à disposition. Donc toute cette phase qui nous a pris déjà beaucoup de temps pour bien comprendre quels étaient les enjeux et quels pourraient être les leviers d'action de Ronalpia demain. La deuxième étape qui est celle de partager, vous le disiez tout à l'heure, qui était aussi de partager notamment en fait des objectifs communs. On se rend compte que c'est une étape qui est préliminaire, mais qui est en fait indispensable sur la mise en place de projets, je dis complexes parce que multi-parties prenantes, parce que implication de différents acteurs qui ont des ambitions, des projets qui méritent d'être alignés avant de lancer ce type d'expérimentation. Donc cette deuxième étape, et c'est celle aujourd'hui qu'on vient de finaliser avec les différentes parties prenantes avec lesquelles on travaille, d'aligner, on va dire, et se partager les objectifs qui soient individuels pour ensuite en avoir arriver à atterrir sur un objectif commun dans lesquels on voudrait porter ces expérimentations. Et ensuite, je pourrais aller sur la dernière étape qui est expérimentation, parce que c'est cette étape-là dans laquelle on est aujourd'hui. On n'est pas encore sur les étapes suivantes, mais cette charte et ces leviers d'action nous permettent aussi de mieux identifier quelles pourraient être les prochaines étapes, on va dire, de ce chantier qui est stratégique aujourd'hui pour Ronalpia. Et dans cette phase d'expérimentation, l'objectif pour nous, c'était de définir ces pistes, en l'occurrence, on va dire le cadrage de l'action pour Ronalpia et de pilotage de cette démarche, qui était pour nous, dans un premier temps, d'identifier quels étaient les territoires sur lesquels on allait expérimenter et tester, donc quelles étaient les tailles de territoires sur lesquels on veut expérimenter nos solutions pour pouvoir favoriser l'implantation de ces entreprises sociales, quelles sont les entreprises qu'on décide de sélectionner aussi pour pouvoir expérimenter ces leviers, et ensuite les modalités d'accompagnement qu'on pourrait mettre en place. Sachant que notre objectif, on va dire plus macro, c'est vraiment de tester, d'expérimenter des parcours d'accompagnement à différentes échelles de territoire pour pouvoir capitaliser sur ces apprentissages. Donc viendra après l'étape de capitalisation, d'évaluation, etc. Mais on n'y est pas encore, entre guillemets, dans le cheminement de nos actions aujourd'hui. Mais en tout cas, on utilise cette charte vraiment comme une feuille de route pour l'association et qui permet de professionnaliser et piloter cette démarche de près. Merci beaucoup, Josépha, pour ce témoignage. Donc, ce que je retiens, c'est que ça permet de conscientiser les différentes actions qui peuvent être mises en place. Et puis, c'est comme une feuille de route, hein, c'est un peu la démarche à chaque étape, un certain nombre d'actions qui peuvent être mises en place, un peu un guide d'action. Complètement. Merci bien, Josépha. Du coup, ça me fait tourner tout de suite vers Agathe Leblé, qui est directrice générale de Pro Bono Lab, et Pro Bono qui expérimente notamment un fonds de compétences à Marseille. Donc, en fait, j'ai un peu les mêmes questions que pour Josépha, c'est-à-dire comment ces différentes modalités résonnent dans vos actions, et notamment celle du fonds de compétences. Et puis, en termes d'usage de la charte, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Merci Élodie, et c'est intéressant de passer derrière Josépha, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en miroir et d'autres qu'on fait dans un ordre complètement différent. Donc, dans les très grandes lignes, hein, côté Pro Bono Lab, qu'est-ce qu'on fait chez Pro Bono Lab? On parle depuis 11 ans maintenant du partage de compétences. Donc, c'est le mécénat de compétences et le bénévolat de compétences, mais ça, ce sont les mots, on va dire,
expert et le jargon. L'idée qui est la nôtre, elle est simple. On a la croyance profonde qu'on sait toutes et tous faire quelque chose et qu'autour de nous, il y a une association, parmi les 1,5 million d'associations qui existent en France, qui a besoin de nos talents. Nos talents, nos compétences, quelque chose qu'on sait faire et qu'on a envie de partager. Donc c'est ça pour Bonolab, c'est mettre son talent, mettre sa capacité à faire quelque chose au service d'une association sur un territoire qui nous entoure. Donc ça, c'est le petit pitch très court de Pro Bono Lab. Et depuis quelques temps maintenant, Pro Bono Lab est installé en région PACA, à Marseille. On a une antenne à Marseille, ça fait depuis un peu plus de 5 ans qu'on y est. Et a été impulsé dans cette antenne-là l'idée de créer un fonds de compétences qui permettrait de démocratiser réellement cette pratique du partage de compétences sur les territoires. Parce qu'aujourd'hui, on va dire que c'est un levier, le partage de compétences, dont on parle beaucoup dans certaines régions, notamment en Île-de-France, mais on en parle finalement assez peu dès qu'on sort de ce bassin francilien. Et les associations, petites et moyennes sur les territoires, ainsi que les citoyens, citoyennes, mais aussi les PME, ETI qui font la force de frappe économique de notre pays, ne connaissent pas nécessairement cette modalité d'action. Donc, les fonds de compétences, c'est quoi? C'est de se dire que, en se mettant plusieurs autour de la table, à une échelle départementale, en tout cas dans la façon de construire ce projet, on va pouvoir être plusieurs acteurs à apprécier le besoin en compétences des petites et moyennes associations sur le territoire, à diagnostiquer le besoin en compétences, à le faire rayonner largement auprès de celles et ceux qui ont la capacité de diffuser ces besoins en compétences. Donc ça peut être Je veux aider, ça peut être des plateformes d'engagement privées, ça peut être la Fondation de France, ça pourrait être quelque acteur que ce soit, la Fondation de Marseille, de faire du coup rayonner ce besoin en compétences et d'aller trouver la compétence sur le territoire ou à distance, parce que maintenant ça existe et que tout le monde est habitué, mais d'aller trouver cette compétence pour répondre à ce besoin associatif diagnostiqué. Donc ça, c'est l'idée principale des fonds de compétences. C'est un projet qui est du coup en pleine expérimentation qu'on vient de lancer en 2021, donc on est tout neuf dans cette expérimentation. Et le terme vraiment de la charte des engagements réciproques sur ces modalités d'action qui revient tout le temps chez nous, c'est l'expérimentation. C'est vraiment, on a commencé par ça. Ce qui a été on va dire le lancement de notre réflexion, c'est cette idée de se dire, en fait, aujourd'hui, le mécénat de compétences, le bénévolat de compétences, ça n'existe pas sur les territoires. Comment on peut initier quelque chose? Étape numéro 1. Donc, idée portée par Pro Bono Lab, impulsée par Pro Bono Lab. Étape numéro 2, dans les modalités d'action, c'est dialoguer avec le territoire. Donc, il se trouve que Laurent Fialon, qui est directeur de l'antenne méditerranéenne, est implanté sur le territoire depuis longtemps et connaît bien les acteurs, notamment les acteurs publics, mais aussi les acteurs privés. Et cette notion de dialogue, d'interconnaissance est essentielle. On ne peut pas monter un projet comme les fonds de compétences si on n'a pas forcément les bons leviers sur les territoires. Donc ça, il y a vraiment cette notion d'ancrage qui est essentielle pour notre projet. Et cette notion de dialogue, elle est tout à fait pertinente et nous, on s'y retrouve bien dedans. Ensuite, une fois qu'on a dialogué, on peut partager un objectif commun, oui. Sur un projet comme le nôtre, qui est assez spécifique, aujourd'hui, c'est Pro Bono Lab qui impulse quand même l'objectif et qui essaie de rallier au fur et à mesure autour de nous les acteurs qui s'en sentent concernés. Donc déjà, dans ce partage, on sent qu'on est force motrice et qu'il n'y a pas forcément, on n'a pas encore mis tout à fait sur la table un engagement commun ou un objectif commun qui serait partagé. Donc là, déjà, moi, j'apporte une nuance dans le sens où on n'est peut-être pas encore tout à fait mature. En revanche, en ayant ces 7 modalités d'action sous les yeux, on se dit, OK, bon, là, on doit partager quelque chose de commun. Demain, il faut qu'on arrive à affiner la vision commune qu'on pourrait avoir entre les différents acteurs qu'on a mis autour de la table. En revanche, et c'est ça qui était intéressant quand j'entendais Josépha, qui parlait de dialoguer, partager, expérimenter. Nous, on a commencé par avoir l'idée, par expérimenter. On a les mains dedans, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, mais on y va. On dialogue, on partage, on sent que c'est encore un peu flou, mais on est en train de poser les billets et du coup, on est en train de se réapproprier la charte pour la proposer à nos partenaires. Donc, c'est vraiment un cadre qui, pour nous, est facilitant et nécessaire et ça nous permet de ne pas y avoir pensé. Donc, on se dit, on se raccroche à un outil existant. Et en revanche, on a déjà en tête l'idée de capitaliser, d'évaluer. On capitalise déjà sur des outils qui sont internes chez nous, mais qui sont ouverts à toutes et à tous qui travaillent avec nous. Mais c'est nous qui en sommes encore aujourd'hui la fer de lance. Donc là, on a du mal à déléguer, peut-être à être en co-responsabilité sur ce projet.
Donc, on tâtonne. On est en train de voir comment on pourrait avoir plus de responsabilité du côté des partenaires qui nous entourent. Et on est déjà en train de se dire qu'est-ce qu'on va devoir évaluer. Avec un fonds de compétences, qu'est-ce qu'on est en train de prouver. On est une brique parmi d'autres acteurs qui apportent d'autres compétences. On peut penser au DLA, à la CRES. On est un levier supplémentaire par les compétences qui n'est pas du financement, mais qui vient se mettre à côté d'eux, voire en dessous des financements. Sans financement, on ne fait rien, je le rappelle. Les compétences viennent s'ajouter à ça. Et on est en train de se dire, est-ce qu'avec les fonds de compétences, on n'est pas en train de faire la démonstration qu'il y a un métier de diagnostiqueur des compétences du monde associatif qui existe et qui serait aujourd'hui soit pas pris en compte, soit à affiner. Et par qui pourrait-il être pris en compte ce fameux métier? Donc, on est déjà en train de ce qu'on doit observer et à ce qu'on va devoir évaluer demain. Donc, pour prendre un tout petit peu de recul, on n'avait pas de cadre. Cette charte, elle nous permet d'avoir un cadre qui nous aide à penser les différentes étapes, à faire un bilan sur où est-ce qu'on en est, à se rendre compte que d'expérimenter, d'apprendre en marchant, du coup, on fait les choses dans un sens qui n'est pas forcément pensé, même si on a les différentes briques quelque part à droite et à gauche dans notre tête. Et donc, du coup, chez Pro Bono Lab, on se raccroche à cette charte pour se dire, OK, ça, on a fait, ça, on n'a pas fait. Et ça va être une bonne base de partage avec les partenaires opérationnels ou financiers qui nous entourent pour que ce projet qu'on est en train aussi de lancer à Lille et à Bordeaux puisse au fur et à mesure se structurer. Donc, en tout cas, ce qu'on retient vraiment chez Pro Bono Lab, c'est démarche apprenante à fond. Merci beaucoup, Agathe. Alors, c'est très intéressant parce qu'après, effectivement, Josépha qui disait, voilà, c'est une feuille de route, on a les actions qu'on a amenées en fonction de là où on en est. Côté Pro Bono, c'est finalement, vous avez fait ces actions, pas forcément dans le même ordre, mais en tout cas, finalement, on s'y retrouve et après, c'est à chacun de construire un peu le cadrage qui lui semble le plus pertinent en fonction de là où il en est lui, puis aussi de là où en est son écosystème et comment embarquer après les autres là où vous en êtes de votre projet. Et ce que je trouvais aussi intéressant quand on en a discuté pour préparer cette intervention, c'était de dire que finalement, maintenant, à l'étape où vous en êtes, c'est de pouvoir justement comment embarquer plus largement vos partenaires institutionnels et autres sur l'après, sur la capitalisation, sur l'évaluation et comment après vous allez pouvoir dupliquer éventuellement à d'autres territoires et que peut-être que la charte peut être un moyen justement assez facile à mettre sur la table pour faire dialoguer l'ensemble de vos écosystèmes et que vous ne soyez plus uniquement la seule force motrice, comme vous le disiez, mais une parmi d'autres pour pouvoir aller un peu plus loin. Merci beaucoup, Agathe. Alors, je me retourne vers la Bretagne cette fois-ci, puisque là, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir aussi avoir un retour d'expérience sur ce qui se passe en Bretagne, en l'occurrence, pour compléter ces différentes illustrations de quelles sont l'ensemble des modalités qui peuvent être mises en place, qui peuvent être activées en territoire. Et donc, en Bretagne, nous avons une expérimentation de partenariat pour le développement économique solidaire et durable des territoires, qui a développé un certain nombre de modalités. Et pour en parler, nous avons avec nous Anne Potrel-Maisonneuve, qui est chargée de mission démarche de progrès au sein de la CRES Bretagne, avec Pauline Lemeu, qui est coordinatrice du PEPS Pays Doré, qui est l'un des pôles ESS de la région Bretagne. Et donc, mesdames, je vous laisse présenter votre expérimentation et nous dire quels sont les leviers qui ont été mis en place dans le cadre de ce partenariat et là où vous en êtes aujourd'hui. Bonjour et merci à Élodie pour cette invitation. Alors, je vais peut-être partager du coup ma présentation. Vous pouvez, vous avez la main. Ah oui, ok, très bien. Oui, exactement. Donc, du coup, effectivement, là, donc on va intervenir à deux voix avec Pauline, puisque c'est un projet qu'on mène en région Bretagne avec plusieurs partenaires. Donc, c'est une expérimentation qu'on déploie depuis 2021, donc qui est portée par la CRES Bretagne et 4 pôles de développement de l'ESS locaux et qui vise, comme Élodie le disait, à développer les partenariats entre structures de l'économie sociale et solidaire en Bretagne et entreprises, on va dire, de l'économie classique. Alors, effectivement, nous, la charte, ça n'a pas été un outil de travail, parce qu'on n'en avait pas connaissance, donc on a développé notre action sans la charte, et notre retour d'expérience, il va plutôt être aussi sur comment ça résonne, voilà, avec les actions qu'on a mises en place sur notre territoire.
Peut-être rapidement pour donner un peu le contexte et la présentation générale de notre projet Trait d'Union qu'on déploie. C'est un projet qui est né d'un constat, alors qui est parti des territoires. Hein, c'était un pôle de développement de l'ESS. Alors les pôles de développement de l'ESS, j'y reviendrai, mais il y a 20 pôles de développement de l'ESS en Bretagne, donc ils sont à l'échelle des pays, et c'est des acteurs qui ont vocation à soutenir et promouvoir l'ESS sur leur territoire. Et donc la démarche, elle est partie d'un territoire. Et ensuite, ça s'est élargi, on va dire, à l'ensemble de la région Bretagne, avec plusieurs constats initiaux. Un premier constat d'engagement, on va dire, social des entreprises qui se développaient, une volonté côté donc entreprise classique de prendre en compte les enjeux sociaux, environnementaux dans leurs pratiques. De s'ancrer aussi sur les territoires et du coup de développer aussi des partenariats avec les acteurs locaux. En parallèle, sur les territoires, on a aussi des structures de l'ESS qui sont présentes, qui partagent cette volonté d'ancrage local et d'action en partenariat, avec également des besoins en termes de consolidation aussi de leur modèle. Et du coup, ça rejoint un peu le témoignage précédent sur la question du mécénat de compétences ou du bénévolat de compétences, mais de se dire comment est-ce qu'on s'appuie aussi sur les partenaires pour avoir aussi du soutien financier, mais développer des actions en commun, partager des compétences, de l'expertise. Donc voilà. Donc l'objectif de notre projet, c'est en fait de se dire que sur un territoire, voilà, il y a d'un côté ces entreprises et ces acteurs de l'ESS, il y a des besoins, des envies de travailler ensemble, mais que finalement, ça ne se concrétise pas forcément toujours, aussi parce que c'est des mondes qui sont quand même assez, qui restent encore parfois cloisonnés, même si en Bretagne, c'est une terre aussi de coopération assez ancrée, mais voilà, on s'est dit, il y a quelque chose à faire pour décloisonner ces univers et essayer de développer et favoriser le développement des partenariats ESS-entreprises sur les territoires. Donc finalement, là, pour faire aussi écho à la charte, la question du dialogue, en fait, c'est l'objectif même du projet, on va dire. C'est vraiment cette idée de développer l'interconnaissance sur les territoires entre des acteurs d'univers un peu différents. Donc l'objectif, on est vraiment là sur comment est-ce qu'on facilite les partenariats donc, entre ces entreprises conventionnelles d'un côté et les structures de l'ESS de l'autre, avec à la manœuvre, on va dire, comme facilitateur, comme catalyseur territorial, les pôles de développement de l'ESS qui peuvent faire cette mise en lien. Du coup, je vais passer ça, mais le projet, concrètement, il est déployé sur 4 territoires à l'échelle de la Bretagne, donc c'est porté par 4 pôles de développement de l'ESS. Avec une coordination régionale qui est assurée par la CRES Bretagne et un soutien aussi important financier de la DRETS Bretagne, qui soutient cette action qui est portée comme une expérimentation. Je pense que c'est un terme aussi qui a été utilisé plusieurs fois, mais on est vraiment dans une logique expérimentale de tester une méthode pour accompagner ces partenariats. Du coup, le projet est conçu sur un calendrier de 2 ans. Donc on est pour expérimenter une méthode et avec, dès le démarrage, cette optique de se dire ensuite qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on peut le déployer. Et donc, cette dimension expérimentale, elle est assez importante dans notre projet, aussi vis-à-vis de notre partenaire qui soutient ces actions, de la façon aussi de reconnaître un droit à l'erreur qui était aussi posé dès le démarrage. Donc voilà, ce côté expérimental aussi. Alors juste là, vous avez une carte, mais ça vous permet de mettre un peu un visuel aussi sur les territoires qui sont mobilisés, parce que encore une fois, la notion de territoire, elle est très importante dans notre projet. Et donc là, vous avez les 4 territoires qui sont mobilisés. Et juste pour faire une petite parenthèse, mais peut-être que Pauline en dira un mot également, mais sur les pôles de développement de l'ESS qui portent ces expérimentations au niveau local. C'est des interlocuteurs qui, en fait, ont une connaissance fine du territoire et des acteurs locaux, et donc ont une capacité de mobilisation et de mise en relation entre les acteurs sur un même territoire qui est assez importante. Et c'est pour ça aussi que cette expérimentation, elle est vraiment conçue à l'échelle locale, avec cet objectif aussi de développer le dialogue entre les différents acteurs à l'échelle locale. On est aussi sur une dynamique du coup collective
dans la construction du projet. Donc, il y a ces 4 territoires plus la coordination régionale. Donc, on est sur une logique aussi de partage de pratiques entre territoires, d'expérimentation de différentes méthodologies aussi sur ces territoires-là, et de comment est-ce qu'on partage en fait nos expériences à l'échelle de ces différents territoires, comment on les met en commun aussi. Donc encore une fois, là, ça fait assez écho aux modalités de la charte, notamment sur les dimensions de partage, d'expérimentation et de mutualisation, puisqu'on est vraiment là sur comment est-ce qu'on fait ensemble avec des moyens communs, tout en s'adaptant toujours aux réalités des territoires et des acteurs locaux. Donc voilà, bon, ça je l'ai déjà dit effectivement, mais sur les étapes du projet, donc sur les territoires, il y a eu une phase un peu de diagnostic locaux et de mobilisation des acteurs. Pauline y reviendra tout à l'heure. Une phase de diagnostic donc qui permet de dialoguer avec les acteurs, une phase vraiment d'accompagnement des partenariats et, comme je disais, une projection sur tout de suite sur une phase d'évaluation des actions, de capitalisation et de transfert ou d'essaimage sur d'autres territoires. Donc là, comme vous le voyez, en termes de calendrier, on n'est pas encore rentré dans ces étapes concrètes-là, mais dès le démarrage, c'était inclus dans nos réflexions. Et donc, c'est également des choses qui entrent en résonance avec la charte. Je passe la parole à Pauline, du coup, peut-être pour la suite. Oui, merci Anne. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, ça a l'air. Donc oui, en fait, là, l'exercice est aussi de regarder un petit peu notre action par rapport aux 7 modalités d'action qui sont mises en place dans la charte proposée. Et en fait, il y a vraiment 2 choses qu'on peut analyser. Il y a la mise en place de l'expérimentation globale avec du coup justement toutes les échéances et les différents stades de calendrier que présentait Anne. Et il y a la mise en place en elle-même de l'action de manière opérationnelle avec les acteurs au sein de chaque territoire d'expérimentation. Sur ce qui fait commun dans la mise en place de l'action, et quand je dis faire commun, là, on est dans la mise en place de l'action entre les catalyseurs, donc entre les 4 pôles ESS, la CRES et la Direct. On est sur une gouvernance qui est à la fois régionale, mais aussi locale pour la mise en place du projet, puisque nous avons un groupe de travail qui, lui, est technique, groupe de travail Trait d'Union, qui est le nom de ce projet, avec donc, ces 4 pôles ESS, et Anne qui est sur la coordination au niveau de la CRES. Ensuite, on a des comités de suivi local, par exemple sur le territoire du Pays d'Auray, pour parler de notre expérimentation à nous. On est sur des consultants RSE qui font partie du projet, des structures de l'économie sociale et solidaire et des entreprises qui sont déjà engagées dans les démarches d'amélioration des pratiques, voire démarches RSE importantes. Et après, on a un comité de pilotage régional qui va regrouper donc des membres du groupe de travail, des membres des comités locaux et la DRET, aussi des représentants d'entreprises du territoire breton. L'objectif de ces différents groupes est vraiment d'avoir un avis consultatif sur le projet, justement, quelles sont les modalités de mise en place, la méthode utilisée, les pratiques déjà proposées et comment est-ce qu'ils peuvent nous accompagner là-dedans. Ensuite, sur ce qui fait commun aussi, on a forcément une méthodologie de projet partagé qu'on a construit ensemble. Et là, on est vraiment sur la mise en place de l'action et le déclinement au niveau local, dans l'objectif de créer des partenariats entre des structures ESS et des entreprises engagées. Donc, on va d'abord commencer par diagnostiquer les pratiques et les enjeux en matière de partenariat. Et là, on parle bien de diagnostic au sein des structures elles-mêmes, qui peuvent être soit donc, des structures ESS, soit des entreprises engagées. On a aussi fait le pari de proposer des diagnostics pour la création de partenariats au sein de structures ESS, parce que les structures ESS ont aussi besoin de la création de partenariats. Donc, on va d'abord diagnostiquer les pratiques et les enjeux. Ensuite, on va identifier des axes clés sur lesquels on va pouvoir mettre en place des partenariats, voir un peu quels sont les besoins auxquels des partenariats pourraient répondre ou quelles propositions la structure peut faire pour la mise en place de partenariats. Et ensuite, on va préconiser
Si du coup on va essayer de donner un exemple concret, on va avoir par exemple un cinéma sur un lieu qui va du coup mettre en place des actions avec les associations locales sur la mise à disposition d'une salle pour les associations, sur une thématique bien précise, proposer des biscuits en vrac plutôt que d'être sur les biscuits habituels ou en tout cas les chocolats habituels qu'on va avoir besoin. Et du coup, c'est comment est-ce que je vais créer des partenariats avec les associations de mon territoire pour l'animation et la mise en valeur de certaines thématiques au sein de mon cinéma, et comment est-ce que je vais travailler avec des coopératives sur de l'alimentation pour proposer une offre plus locale à la vente dans mon cinéma. Ça, c'est un exemple terrain. Ensuite, on va aller sur de la mise en lien locale. Donc, là, si on reprend cet exemple, comment est-ce que derrière, on va aller mettre en lien ces deux acteurs-là pour que le partenariat puisse se mettre en place. Accompagner la mise en œuvre et le suivi du partenariat, et après, évidemment, mettre en lumière et essayer. Avec l'objectif de pouvoir justement expliquer en fait à ces structures-là que du coup l'objectif n'est pas forcément de rentrer dans une énorme démarche RSE. Nous, on est plutôt sur des publics par exemple TPE ou PME, mais en tout cas de petit à petit améliorer des pratiques, commencer à créer des partenariats, etc. et d'aller à son niveau pas par pas. Et la mise en lumière et l'essaimage, elle est très importante en exprimant, voilà, telle structure que vous connaissez, qui est à 20 km de chez vous, a mis en place tel partenariat avec cette association-là ou cette entreprise engagée-là. Voilà. Donc forcément, en fait, on se retrouve dans les modalités d'action qui sont proposées dans la charte. Le dialogue, l'interconnaissance, on est toujours sur la mise en lien, de la rencontre qui peut se faire en interpersonnel ou au travers d'événements. Le partager, parce qu'on va le voir après, les différents types de partenariats qui peuvent être mis en place, qui ne sont pas forcément liés à de la vente ou en tout cas à des aspects financiers. Expérimenter, comme le disait Anne, on est vraiment, nous, sur une expérimentation et on va le voir, en fait, les premiers résultats de cette expérience et la diversité entre les 4 territoires mutualisés, forcément, enfin, c'est de la création de partenariats derrière, donc on va mutualiser les différentes compétences, les différents moyens. On mutualise aussi bien sûr cette méthodologie dans le cadre de la mise en place du projet. Et puis toute la partie capitalisation et évaluation dont on parlera juste après. Donc on a aussi une communication partagée voilà, qui est accessible en ligne et qu'on peut vous transmettre pour ceux qui seraient intéressés. La diversité de types de partenariats, donc ça c'est issu d'une formation et d'échanges qu'on a eu avec le Rameau. Et donc nous on a réutilisé aussi ces différents types de partenariats. Là c'était juste, l'objectif était juste de vous dire qu'on est sur différents types de partenariats. Ça peut être de la coopération économique. Comment est-ce que deux structures vont mettre en commun des savoir-faire, des compétences, mais aussi des moyens pour créer un produit et une offre commune pour développer les deux structures. On peut avoir le mécénat. Voilà, tout à l'heure, Pro Bono Lab en parlait. Et c'est un sujet que vous connaissez. Il y a l'amélioration des pratiques et des pratiques responsables. Et l'innovation sociétale. On va pousser un petit peu plus là le volet innovation, en tout cas réponse à des besoins. Voilà quelques exemples de thématiques sur lesquelles des partenariats peuvent être créés. Donc ça, c'est des thématiques qu'on va aussi, qui en fait sont liées bien sûr aux ODD, donc sur lesquelles nous on peut aller travailler pour proposer des partenariats. Et donc un petit retour sur les premières expérimentations qui se sont faites sur les quatre territoires. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que forcément on a toute la méthodologie de mise en place qui est commune. Et après chacun, puisqu'on est sur de l'expérimentation, chacun va décliner cette méthodologie de manière différente. La différence fondamentale qu'il y a, c'est surtout sur les partenariats, les parties prenantes qui sont proposées.
certains territoires vont être très en lien avec les services de développement économique des collectivités, voire les élus au développement économique. Donc, il va y avoir vraiment cet axe-là fort qui sera pris en compte. Sur d'autres territoires, ça va être les chambres consulaires, notamment la CCI. Donc, comment est-ce que on coopère aussi, nous, avec ces acteurs-là sur la promotion du projet Trait d'Union et du coup, faire rentrer des entreprises dans ces projets-là pour les diagnostics, etc. Comment est-ce qu'on arrive en complémentarité avec d'autres diagnostics qui sont existants, par exemple avec la CCI. Donc ça, c'est vraiment une des grosses différences qu'on peut trouver entre nos expérimentations. Ensuite, on va avoir des tailles et des formes juridiques qui vont être différentes au sein des structures. Notamment, on va en avoir certaines, ça peut être des filiales de gros groupes, ça peut être des toutes petites structures, ça peut être des PME. Ça dépend aussi des territoires sur lesquels on est placé. Donc, Morlaix, Vitré, Fougères, Aurès, c'est des territoires qui sont très différents les uns les autres. Donc c'est aussi intéressant de voir en fonction des types de structures qui sont implantées sur ces territoires. Certains vont mettre en place des événements. Ces événements peuvent être accolés à des semaines de l'économie organisées par le service développement économique, au sein de locaux du développement économique, ou bien de manière complètement autonome en dehors. Voilà. Et aussi, on a les comités locaux dont je vous parlais tout à l'heure qui sont plus ou moins investis, plus ou moins sollicités, plus ou moins. Enfin, leur composition diffère. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les gros retours par rapport aux premières étapes, en tout cas là, de mise en place de l'action. Je laisse la parole à Anne. Il faut que vous activiez votre micro, Anne. Merci. Juste pour clôturer rapidement, donc nous on est effectivement dans une phase, alors l'expérimentation est toujours en cours, mais comme je le disais en introduction, on avait déjà anticipé une phase d'évaluation, capitalisation et puis transfert de la méthode sur d'autres territoires. Donc là on est en plein dedans sur les réflexions parce qu'on se rend compte aussi que la méthode qu'on avait envisagée au démarrage, elle n'est pas forcément reproductible telle qu'elle, elle pose aussi pas mal de questions en termes de modèle économique, etc. Donc on est vraiment là dans une phase de comment est-ce qu'on adapte la méthodologie qu'on avait envisagée, comment est-ce qu'on se rend compte, enfin comment est-ce qu'on l'évalue, oui, comment on sait si ça marche, si ça atteint les résultats, avec quelle efficience, comment est-ce qu'on recense un peu les enseignements du projet en termes de méthode notamment, et comment est-ce qu'on prépare un transfert, alors sans doute pas de la méthode de la même façon, mais sur d'autres territoires. Donc là, on est vraiment sur les dernières étapes aussi de la charte. Et j'en clôturerai là. Voilà, merci. Merci beaucoup, Anne. Il y a une question de Charles Benoît pour vous deux. Est-ce que dans le cadre de l'élaboration des projets de territoire et donc des contrats de relance et de transition énergétique, est-ce que vous avez vu une implication plus forte des acteurs privés au travers de partenariats au sein de vos territoires respectifs? C'est une bonne question. Pas plus que ça. Après, je pense que ce qui est compliqué peut-être dans notre expérimentation, en tout cas les difficultés qu'on rencontre, c'est peut-être qu'on est sur un périmètre et un spectre assez large. Du coup, il y a tout un tas d'espaces où il faudrait suivre aussi ce qui se passe, et on n'a pas forcément la vision sur l'ensemble des espaces où il y a ces discussions-là, en l'occurrence sur ces contrats-là. Moi, je ne saurais pas dire en fait. Pauline, je ne sais pas sur ton territoire, mais... On n'a pas eu... en fait, ces retours-là, ces implications-là, elles se font aussi au fur et à mesure. Et en fait, souvent, c'est des démarches globales de structure qui vont aller répondre à leurs enjeux. Par exemple, là, sur la question transition énergétique, ils vont aller faire des diagnostics énergétiques avec la CCI. Nous, on intervient plus derrière sur quels acteurs locaux peuvent répondre à ces enjeux de l'amélioration des pratiques derrière, mais vraiment sur notre mise en lien. Donc là, sur un sujet très précis, par exemple sur la question de la transition énergétique,
en fait, nous, on est plutôt en accompagnement de ces volontaires. Merci beaucoup. Et alors pour toutes, une petite question, qu'est-ce qui serait peut-être la modalité ou les modalités qui seraient les plus complexes, enfin, les plus engageantes, impliquantes pour vous? Quels seraient les freins à lever pour aller plus loin, ou là où vous en êtes évidemment, hein, sans présager de la suite, mais en tout cas de votre premier retour d'expérience, des enseignements, de ces différentes actions que vous avez mises en place, qu'est-ce qui est voilà, quels sont les principaux freins, difficultés, au contraire, surprises positives, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Agathe ou Josépha? Du coup, je me lance. Moi, là, si on reste sur les modalités d'action, mutualiser, je pense que ça va être un de nos gros enjeux. Parce que sur un projet aussi complexe et qui peut être essaimé sur sur n'importe quel département, je pense qu'on a un beau défi. Et pour compléter avec le frein ou la difficulté à laquelle nous, on se confronte, en tout cas chez Pro Bono Lab, mais je pense que on sera beaucoup à dire ça, c'est les moyens. Les moyens financiers pour faire vivre l'ingénierie, le temps qui est pris à penser à cette structuration. Et donc, effectivement, sans trouver plus de moyens sur notre projet, il y a un moment donné, on va devoir un peu sortir les rames. Oui. C'est un peu, ça rejoint ce que disait Anne aussi sur le modèle économique de ce qui a été fait en Bretagne. Josépha, tu as un retour d'expérience ou quelque chose de particulier? Attends, ton micro est coupé, Josépha. C'est tout bon. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Ça y est. En retour par rapport à ce que tu disais, Agathe, assez aligné sur les enjeux de mutualisation. Enfin, déjà, l'étape de capitalisation, c'est vrai que c'est des grands sujets aussi pour nos associations. C'est pas notre cœur de métier. Et pour rebondir par rapport à ce que tu disais, Agathe aussi, on est des structures, enfin, Rhône-Alpien, on est dans le faire beaucoup. Et du coup, de prendre ce temps de capitalisation et surtout de s'outiller dans la capitalisation, ça fait partie aussi des sujets de notre association. On l'a souvent fait pour des capitalisations internes. Quand il s'agit de la capitalisation en vue d'une diffusion, c'est moins un rôle qu'on a porté, on va dire, plus régulièrement. Donc ça fera partie de nos enjeux, c'est certain. Et puis effectivement sur la mutualisation de moyens aussi, enfin, nous on le voit, on travaille avec une pluralité d'acteurs. L'étape de la mutualisation, c'est pas encore des sujets qu'on a amenés, donc qui dit mutualisation aussi de compétences et potentiellement ça viendra aussi sur les moyens. Aujourd'hui, les moyens sont très portés par Rhône-Alpia, donc pour faire le parallèle aussi avec Agathe et l'expérience de Pro Bono Lab, où vous disiez aussi que vous étiez un peu un propulseur de cette démarche sur les enjeux de mutualisation de moyens. La question va se poser aussi dans l'adhésion plus large du projet sur le long terme pour que ça puisse être pérenne aussi dans le temps. Ouais. Et peut-être du coup, pour conclure, et pour finir le webinaire, c'était ce qu'on s'était dit aussi en échangeant en amont, c'est que justement pour essayer d'embarquer plus large et donc de ne plus être le seul porteur de la démarche, c'était justement de pouvoir s'appuyer sur différents outils de mise en dialogue qui sont neutres et qui permettent le dialogue et le partage pour justement reparler des objectifs partagés et collectifs cette fois-ci, sur là où on veut aller et avec qui, en fait. Donc, et je pense que cette conclusion pourrait très bien s'appliquer aux 3 exemples, puisque vous êtes tous dans des étapes de questionnement où vous avez déjà bien expérimenté avec des résultats. Et la question qui se pose, c'est l'après. Comment on fait à plusieurs concrètement, que ce ne soit pas qu'une seule structure qui porte, mais bien un ensemble, un collectif qui soit autour de cette solution. Juste peut-être un retour d'expérience pour le projet de CRES Bretagne que j'ai trouvé très intéressant. C'est l'invitation de l'Université de Rennes de chercheurs de venir partager leur retour d'expérience de terrain. Et je souligne vraiment ce lien entre la pratique de terrain, les expérimentations qui sont portées par vos structures respectives et les travaux de recherche de plus en plus nombreux aujourd'hui qui veulent justement comprendre cette pratique, la valoriser
l'intégrer et pour passer finalement de la connaissance à la compétence. C'est vraiment un sujet qui, ce lien entre chercheurs et praticiens qui est en train de se développer. On avait un séminaire de recherche avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts il y a 15 jours et on voit bien qu'il y a ce pont-là peut être un levier pour aider justement à prendre de la hauteur, du recul, capitaliser. Et c'est vrai que quand sur son territoire, comme c'est le cas pour la Crète-Bretagne avec l'Université de Rennes, c'est vraiment intéressant de pouvoir établir ce dialogue. C'est vrai qu'il y avait eu de nombreux enseignants-chercheurs qui étaient demandeurs d'avoir des actions, du terrain applicatif. Et c'est vrai que ça peut être des acteurs intéressants dans cette logique de capitalisation qu'il faut peut-être effectivement envisager et embarquer dans vos expérimentations respectives. Alors pour conclure, si vous n'avez pas d'autres questions, pour conclure ce webinaire, c'est juste de vous rappeler la prochaine étape qui clôturera la charte du Faire Alliance, puisque la prochaine fois on parlera justement des moyens. Ça fait bien le lien avec vos conclusions respectives. Donc quels sont les moyens qui sont à mettre à disposition et à proposer pour Faire Alliance? Et donc, c'est le 2 juin, de 13h à 14h, au même endroit. Donc, on sera ravis de vous y accueillir. Et merci à toutes et tous de votre participation, de votre implication. Et puis, pour tous ceux qui nous suivent, merci de votre fidélité. À très bientôt. On se dit au 2 juin. Et puis, bien sûr, le 5 juillet, pour ceux qui sont sur Paris, et sinon les autres aussi, bien sûr, sont invités à la journée nationale des catalyseurs territoriaux. Merci beaucoup. Très bonne journée et très bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.